après-midi pour cette conférence « Un humaniste fonde le journal La Montagne ». C'est une conférence qui s'inscrit dans le cadre des animations que nous proposons en lien avec l'exposition Fake News que vous retrouvez dans le couloir. Et vous avez le programme des animations donc juste à ma droite si vous souhaitez découvrir les prochaines rencontres qu'on va mener, notamment une rencontre donc temps fort liée au journalisme contemporain le 25 avril en partenariat avec la Fondation Varenne. Le projet Fake News bénéficie du soutien de l'État grâce à une subvention que nous avons obtenue auprès de la Direction régionale des affaires culturelles. Et elle est donc, cette conférence, en partenariat avec la Fondation Varenne. C'est une conférence qui s'inscrit également dans le cadre de la présentation de l'exposition Alexandre Varenne, fondateur du journal La Montagne et républicain engagé en petite salle d'exposition, donc du 27 mars au 11 avril. Nous avons effectivement fait le choix dans ce travail autour des fake news, dans ce projet fake news, de travailler sur une perspective historique, de pouvoir travailler avec des partenaires locaux et de traiter des figures emblématiques de notre territoire, Albert Londres il y a quelques semaines et aujourd'hui Alexandre Varenne. La Fondation Varenne est une association reconnue d'utilité publique, installée à Clermont-Ferrand et qui a notamment pour but de soutenir et de promouvoir la presse et la communication sous toutes ses formes, également d'encourager l'accès aux jeunes, aux métiers, aux professions de la presse, et également de conduire des actions d'éducation aux médias et à l'information. Cette conférence est animée par Jean-Yves Vif. Donc Jean-Yves Vif, vous êtes ancien rédacteur en chef du journal La Montagne, enseignant en journalisme, vous êtes également correspondant pour Le Monde et membre de la Fondation Varenne. Et vous allez nous parler aujourd'hui d'Alexandre Varenne, de sa liberté, de ton et de son engagement au service du bien public. Vous allez également nous parler de la fondation du journal La Montagne. À l'issue de cette conférence, vous pourrez acheter des ouvrages sur Alexandre Varenne et le journal La Montagne, donc auprès de la librairie Le Moulin aux Lettres, dont nous remercions la présence cet après-midi. Et puis, si vous le souhaitez, Jean-Yves Vif vous propose également de poursuivre à l'issue de cette conférence avec une courte présentation de l'exposition présentée en petite salle d'exposition. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci Léa, merci Françoise. Bonjour à tous, bonjour Monsieur le maire. Quel honneur pour une conférence sur la presse d'être dans le timing comme ça. Et ce matin, présent ici, tout commence bien. Eh bien, donc bonjour à tous chers amis, je connais beaucoup d'entre vous, merci de votre présence. Je vais vous donner rapidement le plan de mon intervention qu'on fera dans un second temps sous la forme d'un dialogue. Donc beaucoup d'entre vous me connaissent avant d'être rédacteur en chef de La Montagne, d'avoir eu cet honneur et ce plaisir de travailler dans le journal fondé par Varenne. On verra pourquoi et comment tout à l'heure. Donc d'en être le rédacteur en chef, mais j'avais auparavant été donc très longtemps le directeur de La Montagne dans ce département. Pourquoi évoquer Varenne ? Sans doute parce que son action dans le monde politique et dans celui de la presse est forte et en même temps méconnue. Son apport est essentiel sur les fondamentaux du journalisme. On verra qu'il a eu, en tant que parlementaire, une influence notamment sur la création de la carte d'identité des journalistes professionnels de 1935, et puis donc dans la vie de ce journal, devenu après sa disparition un groupe de presse. Et le troisième point qui découle des deux premiers, c'est que sa vision est résolument moderne, c'est celle d'un éditorialiste, d'un éditeur et d'un patron de presse qui a laissé une grande indépendance à ses équipes et à ses rédactions, et qui, en même temps, était un homme engagé. Nous verrons également dans un autre temps le rôle qu'a joué le journal pendant la Résistance, et puis comment s'est constitué ce groupe de presse. Et puis je vous dirai également, si vous souhaitez, un mot sur la fondation dont on a vu Léa l'a signalé tout à l'heure, et qui en fait est le garant du patrimoine de La Montagne, puisque Marguerite Varenne, la seconde épouse d'Alexandre Varenne, n'avait pas d'héritier. Elle est décédée beaucoup plus tard que lui. Elle est décédée en 2001, moi je l'ai connue. Marguerite Varenne détenait 80% du capital de La Montagne, qui a été cédé à cette fondation, qui est l'organe de gestion du groupe La Montagne. Alors, pour commencer, Léa, on a tourné un sujet avec
nos confrères de France 3 il y a quelques semaines, qui est un sujet de synthèse. Hein. Je reprendrai certains éléments, mais qui va nous permettre de voir Varenne dans son environnement. Hein. Je reprendrai les détails de sa bio ensuite, et ce sujet de 5-6 minutes, c'était d'ailleurs l'ouverture d'une séquence historique que font tous les mois nos amis de France 3 depuis. Bienvenue dans l'Histoire d'ici, un rendez-vous qui s'intéresse à l'histoire de ceux qui ont fait l'Auvergne. Aujourd'hui, Alexandre Varenne. Monsieur, est-ce que vous savez qui est Alexandre Varenne en statue derrière vous? Du tout. Non? Non, c'est peut-être un ancien maire de Clermont. Vous la voyez souvent cette statue? Vous passez devant? Oui, tous les jours. Tous les jours? Et vous savez pas qui est? Je n'ai jamais posé la question. Voilà. Madame, est-ce que vous connaissez la statue du monsieur Alexandre Varenne? Fondateur du journal La Montagne. Bravo. Alors pour nous parler d'Alexandre Varenne, je suis avec Philippe Page. Bonjour. Bonjour. Alors, qui était Alexandre Varenne? Tout d'abord un Clermontois. Alors c'est un Clermontois qui est né le 3 octobre 1870 à Clermont-Ferrand dans une famille de petits commerçants de la rue des Gras. Alexandre Varenne, après une scolarité normale, passe son baccalauréat au lycée Blaise Pascal, où il obtient des premiers prix en philo, en rhétorique, en géographie, en histoire. Et ensuite, il commence des études de droit et part à Paris pour les poursuivre. Et c'est là qu'il noue des contacts politico-journalistiques avec Léon Blum, avec Clémenceau, avec Sandra, Viviani, Aristide Briand. Donc, et il profite de ce passage à Paris pour s'essayer au journalisme, puisqu'il va travailler au journal de la Lanterne, un journal créé, fondé par Aristide Briand et Viviani. Alors ici, sur cette place où est cette statue, il y avait le premier siège du journal La Montagne, c'est Voilà, ça? alors le premier siège de la Montagne était ici, 6 rue de Blatin. Et en 1938, il a déménagé au 28 rue Morel-la-Deuil pour après partir à Clofour. Il est rotatif depuis peu de temps passé dans ça. Et je crois qu'il y a une anecdote, le visage d'Alexandre Varenne, de la statue, est tourné vers la montagne. Donc il est gardé le journal rue Morel-la-Deuil. D'accord, donc ici le premier siège et là-bas le deuxième siège. Voilà, tout à fait. Oui. Pour en savoir plus sur Alexandre Varenne, il faut se rendre place de Jaude à la Fondation Alexandre Varenne. Alexandre Varenne, un personnage complexe avec plusieurs vies. Pour en parler avec nous, Jean-Yves Vif, bonjour. Bonjour. Alors, quelles ont été ces vies? Alors, il a eu plusieurs vies, mais en fait, il était avocat, effectivement, quand il est monté. Mais il est rapidement tombé dans le journalisme en rencontrant, à la fin des années 1890, Jean Jaurès. Et c'est là où il a pris le virus de la presse, en l'accompagnant tant dans la vie politique, dans la vie de socialiste, que dans la vie de journaliste, avec cette nécessité que l'homme politique et les idées politiques doivent avoir un journal. Alors à cette époque-là, on mélangeait un petit peu presse et politique. Il a aussi été député et un homme politique important en France. Hein. Absolument, il a été un homme politique important, puisqu'il n'a pas été ministre en 1924 dans le cartel des gauches. C'est pour ça qu'il est envoyé gouverneur d'Indochine de 1925 à 1928, qui va lui donner une vision internationale extrêmement importante. Il a continué donc à être un homme politique, et finalement, on attendait Varenne, le ministre sous la Troisième République, parce que c'est la caricature de l'homme politique de la Troisième République, avec sa barbe, son engagement à gauche, franc-maçon du Grand Orient de France. On est vraiment dans le profil, et finalement il ne sera ministre qu'après la Seconde Guerre mondiale. Monsieur Alexandre Varenne du Rassemblement des gauches. Pour les Auvergnats, l'héritage d'Alexandre Varenne, c'est avant tout le journal La Montagne. Pour en parler, nous sommes avec Thierry Gauthier. Bonjour. Bonjour, On va parler avec vous de l'héritage d'Alexandre Varenne. avec grand plaisir. Aujourd'hui, l'esprit d'Alexandre Varenne est toujours important pour le journaliste de La Montagne. Bien évidemment, l'esprit d'Alexandre Varenne, difficile à cerner, mais cet esprit, c'est d'abord un esprit de rigueur. Alexandre Varenne avait une phrase qu'il répétait souvent: mieux vaut un mot de moins qu'un mot de trop. Et aujourd'hui, où la course à l'info est de plus en plus prégnante et où il s'agit de sortir systématiquement avant les autres,
ce mot de moins plutôt que ce mot de trop, c'est sortir une info qui soit d'abord vérifiée avant d'être reprécisée. Si vous deviez retenir un édito ou quelque chose qui vous a frappé d'Alexandre Varenne, qu'est-ce que vous retiendriez? Un édito vide, l'édito du 10 juillet 1940, où Alexandre Varenne a clairement fait savoir après 4-5 allers-retours avec la censure que désormais on publierait une colonne totalement vide. Cet édito était un édito à l'image de Varenne, assez combatif, et au bout d'un moment, le passage à la censure n'était plus tolérable. L'histoire retiendra que le 16 février 1947, à 19h, à son domicile parisien, Alexandre Varenne est en train d'écrire quand il succombe à une crise cardiaque à l'âge de 77 ans. Il sera enterré en grande pompe à Clermont-Ferrand, ici, au cimetière des Carmes. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de l'Histoire d'ici. Merci Léa. On a souhaité vous montrer ce sujet comme chapeau général de présentation. Je vais revenir parce que c'est important, ça n'est pas que de l'histoire, mais la longévité de Varenne dans ses carrières politiques et de journaliste épouse une profonde période de mutation, celle interne à la Troisième République et puis la période de la Résistance. On l'a vu, il est né à Clermont-Ferrand, il a vécu rue des Gras, ça ne s'invente pas, il y a quelques Clermontois ici, c'est quand même le cœur de la ville. Il a étudié à Blaise Pascal, où, et là aussi c'est important, il a eu comme prof de philo Bergson. Alors il ne partageait pas les idées de Bergson, hein. On a ensuite eu d'ailleurs une correspondance qui le démontre, mais il a très rapidement plongé dans ce monde intellectuel. Au sortir du lycée, Varenne, il peut guère compter sur l'appui de sa famille, hein, issu d'une famille modeste. Il entre comme clerc chez un avoué, puis après quelques sous, et il va préparer sa licence en droit et son doctorat. Il travaille également comme employé de commerce, et très tôt, à cette époque-là, hein, il a moins de 20 ans, il adhère au Parti socialiste révolutionnaire. Et puis il va s'inscrire comme avocat au barreau de Paris. Au début, c'est un avocat sans cause. Mais là aussi, nous sommes en 1998. C'est le temps où Zola publie J'accuse dans l'Aurore. Et cette année-là, Varenne va le rencontrer. Et il va rentrer comme journaliste à la Lanterne que dirige le député socialiste René Viviani. René Viviani, député de Paris, député de la Creuse, et qui a également une histoire avec Clermont-Ferrand. Et il va rapidement s'inscrire dans ce journal, et Viviani va l'appeler. En 1901, à la naissance du Parti socialiste français de Jaurès, Varenne se rallie. On est à la veille des élections de 1902. Là, Varenne a 32 ans. Apprenant que le socialisme risque de ne pas être représenté dans l'une des circonscriptions du Puy-de-Dôme, celle de Riom-Montagne, hein, pour les spécialistes de politique, c'était à peu près l'ancienne circonscription de Valéry Giscard d'Estaing. Alors Varenne va quitter Paris pour rejoindre l'Auvergne, où il obtient l'investiture de la fédération du PS. Mais il rate de peu cette élection. Il regagne Paris et la Lanterne. Il va quitter la Lanterne pour entrer à l'Humanité. Alors nous sommes à une période où le paysage de la presse a beaucoup évolué depuis un siècle et demi, mais il était déjà extrêmement mouvant. Il y avait des publications qui se créaient, qui disparaissaient. Il n'y avait pas de distinction entre la presse nationale et la presse régionale, et la presse d'opinion était très importante. Il va rentrer à l'Humanité que vient de fonder Jaurès. Alors on est sur une Humanité qui n'est pas, on
on est avant 1920, le congrès de Tours, ça n'a rien à voir avec l'Humanité qui dépendra du PC. Ensuite, ce sera justement l'organe du Parti socialiste pendant 18 ans, jusqu'au congrès de Tours. Varenne, il a toujours eu un pied dans les deux territoires, Paris et l'Auvergne, et c'est quand même dans sa ville de Clermont-Ferrand qu'il va souhaiter, en 1904, avec ses maigres ressources, créer son premier journal, L'Ami du Peuple. Voilà, L'Ami du Peuple, un titre, vous savez tous, lourd de symbolique. C'est un hebdomadaire qui se veut l'organe de la démocratie socialiste du Puy-de-Dôme, et c'est bien évidemment, donc, vous l'avez compris, le même titre que le journal de Marat et des sans-culottes. Dans le premier numéro, daté du 2 octobre 1904, numéro vendu 5 centimes, on retrouve en bonne place la citation de Zola, « Pour la vérité vers la justice, par la science vers le progrès ». Et puis ce sera bientôt les élections législatives de 1906. Cette fois, c'est la bonne. Varenne est élu au deuxième tour dans la circo de Riom-Montagne. Il est le premier député socialiste du Puy-de-Dôme. Il siégera pendant 25 ans à la Chambre des députés, où presque immédiatement, Jaurès l'oblige à monter à la tribune. Ses débuts sont remarqués au point qu'on peut lire dans la presse de l'époque le discours de Varenne, d'une argumentation si nette, d'un accent républicain si probe, a produit à la Chambre une grande impression. Avec M. Varenne, l'intérêt se réveille, on écoute, on applaudit, on proteste. La Chambre se passionne, servie par une voix chaudement timbrée, prompte à répondre. M. Varenne s'est allié un succès dont il bénéficiera dans la prochaine législature. Voilà. Pas mal de fleurs, on verra qu'il va y avoir également des embûches en lui. 1910, nouvelle législative, victime d'une intrigue d'arrondissement, Varenne, les intrigues en politique déjà, Varenne arrive en tête du ballottage et au second tour, 10 mai, revient député de Riom-Est-Montagne, éliminant cette fois définitivement son heureux concurrent de 1910, M. Maison. Alors, il faut dire qu'à cette époque-là, Varenne, et il y a des descendants qui sont ici dans la salle, était en opposition avec un certain M. Clémentel. Voilà, on salue M. et Mme Clémentel. Voilà. 26 avril 1914, nouveau scrutin pour renouveler la Chambre. Varenne arrive en tête du ballottage au second tour, 10 mai, redevient député de Riom-Montagne, et donc voilà. Mais les événements vont se précipiter, la tension est grande dans le monde. Le 31 juillet 14, Jaurès est assassiné. Là, sur cette période des 15 dernières années, Varenne a été extrêmement proche de Jaurès. Jaurès, le journaliste, mais Jaurès, l'homme politique. 1er août, c'est la mobilisation générale. Varenne va titrer dans L'Ami du Peuple, dans son dernier numéro, « À bas la guerre quand même ». Et le journal ne reparaîtra que 5 ans plus tard, le 28 mai 1919. Mais sa seconde vie sera de courte durée, puisque depuis longtemps, Varenne caresse l'idée, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Cette période, c'est celle qu'on peut dire de l'engagement. L'engagement des débuts. Varenne engagé, j'avais fait un papier il y a quelques temps là-dessus, Varenne engagé dans la presse engagée, il prenait les coups, mais il plongeait. Alors il a eu, c'était pas un éditorialiste, comme on peut voir si j'étais critique sur les plateaux de chaînes d'infos en continu, qui sont capables de faire plusieurs chaînes d'infos en continu, et on se demande quand ils ont le temps d'être dans leur rédaction. Non, Varenne était bien au bouclage à l'Humanité, et des bouclages dans ces journaux-là à l'époque, avec des gens comme Jaurès et Briand ou Viviani, ça discutait fortement. En revanche, très malin, il s'appuyait beaucoup pour sa carrière politique locale sur L'Ami du Peuple, et L'Ami du Peuple aura été son tremplin politique. L'Ami du Peuple est installé à Clermont, place de Jaude. Varenne affichait le titre de l'hebdomadaire. Les équipes étaient là. Tout le monde rayonnait. Alors, on nous interroge souvent, l'histoire est passée, ça n'a plus rien à voir sur ce titre de L'Ami du Peuple, mais la référence était bien celle de Marat, comme plus tard, la référence à la montagne ne sera pas celle de la montagne de Riom-Est-Montagne, ni des moyennes montagnes du Puy-de-Dôme ou de l'Auvergne, mais bien celle aux montagnards
de la Révolution. Alors, 1919, il est homme politique et il est journaliste, et il va créer La Montagne. La Montagne a publié à cette époque-là le journal des gauches. Vous verrez dans les ouvrages qu'on a mis à votre disposition cette affiche qui orne d'ailleurs toujours l'entrée de nos rédactions et de nos sites d'impression. Je vais vous lire, je ne vais pas abuser de votre temps, mais je veux lire son premier édito. On est le 4 octobre 1919, décidément le 4 octobre sont des dates fortes, puisque le 4 octobre 1958 sera la constitution de la Ve République. Les brillants étudiants en droit de René Chiroux qui sont ici se souviennent de nos travaux là-dessus sur le 4 octobre 1958. Et Varenne titre son édito En avant. En créant ce journal au lendemain de la Grande Guerre, à l'heure où va se décider l'orientation nouvelle de la démocratie française, nous croyons répondre à un besoin impérieux des circonstances, aux nécessités de la situation. Un esprit nouveau souffle sur le monde. En 1919, c'est la création de la SDN. Après les événements inouïs qui ont montré jusqu'à l'évidence l'injustice et le désordre d'un régime social vieilli depuis longtemps, condamné par les précurseurs socialistes, mais dont l'expérience d'hier a cruellement révélé aux plus aveugles les tares et les périls. Pourtant, les populations opprimées se libèrent, partout les classes exploitées se lèvent, la France a été sauvée par la vaillance de son peuple, le peuple français exige maintenant qu'on pense à lui et qu'on lui fasse sa part. Là aussi, après tant de révolutions avortées ou incomplètes, il s'obstinait encore à remettre ses destinées à une minorité qu'il prenait pour une élite. Après un long usage du suffrage universel, malgré 30 années d'instruction obligatoire, il n'osait pas encore assurer lui-même la direction de ses affaires. Il croyait à la sagesse, à la clairvoyance, à la générosité d'une bourgeoisie qui avait fait avec lui la Révolution française et qu'il jugeait capable de la continuer. La guerre vient de lui apprendre que pour être gouverné, il faut qu'il se décide à se gouverner lui-même, que pour avoir la justice, il ne doit pas l'implorer, mais la faire, que pour avoir la paix, il ne suffit pas de la désirer. Un mot, une idée, exprime aujourd'hui toutes les espérances des masses, le socialisme, une force nouvelle, immense, bientôt irrésistible, grandit à l'horizon, qui doit désormais assurer le progrès général, organiser la justice entre les individus et la paix, entre les nations. C'est la force internationale du travail, faite de fraternité de tous les producteurs. C'est cette force que nous voulons dégager, c'est cette idée que nous voulons servir. Le socialisme se suffit à lui-même, il contient et résume tout l'idéal humain. Il proclame et garantit l'indépendance des nations, il s'identifie avec la République dont il assure le développement indéfini, il apporte la liberté aux citoyens, il a au même degré le souci d'ordre dans la production de la juste répartition des richesses, il est le but le plus élevé vers lequel tendent, depuis qu'il y a des hommes, toutes les aspirations humaines. Mais le socialisme ne surgira pas sans un puissant et patient effort, il ne naîtra pas de toute sa beauté, ni du trouble des esprits, ni du chaos des choses. Son triomphe réclame de tous ceux qui travaillent une volonté constante, de tous ceux qui pensent une action continue. Il appelle tous les exploités, tous les travailleurs, à l'union des énergies, non pas pour détruire, mais pour édifier. Le socialisme ne nous sera pas offert comme un miracle tombé du ciel, comme un palais enchanté jailli des profondeurs. Il sera le couronnement laborieux de la persévérance humaine, la récompense d'une âpre et douloureuse ascension vers les hauteurs. La montagne. Ce nom évoque pas seulement le cadre tour à tour gracieux ou sévère, le décor familier où vivent les populations à qui nous allons parler chaque jour. La montagne, c'est aussi la cime aux pentes abruptes, mais qu'il faudra bien atteindre un jour, que gravir peu à peu malgré les obstacles, malgré les reculs d'un pied hésitant, mais avec un espoir tenace, notre pauvre humanité. La montagne était à la Convention, elle groupait le parti le plus près du peuple, celui qui siégeait sur les plus hauts gradins de la Grande Assemblée, dont la trace demeure ineffaçable dans l'histoire des révolutions. Les montagnards avaient rêvé d'une humanité meilleure, affranchie de toutes les servitudes, libre, égalitaire et fraternelle. Leur rêve n'est pas mort avec eux. Après les heures sombres et tragiques, le monde vient de vivre. Il éclaire encore au-dessus des charniers et des ruines de la guerre le chemin qui conduit vers le sommet. À peine sortis d'un ouragan de misère, les peuples cherchent du regard la route ensanglantée. Le fardeau est plus lourd, mais l'idée est vivante. En avant. C'est le premier édito. Alors il y a un siècle, on fait
on est engagé. Et donc, on est à la veille de 1920, vous l'avez vu, Varenne, bien évidemment, restera socialiste et au congrès de Tours n'ira pas avec le Parti communiste. Et dans un ouvrage que vous pourrez vous procurer, qu'on a publié à la Fondation, enfin que j'ai publié, j'ai analysé l'ensemble des éditoriaux de Varenne, sa période de patron de la montagne, 1919-1947, à sa mort. On verra les pauses pendant la guerre. Il y avait à peu près un édito tous les jours. Parfois, il sautait. Et l'intérêt de voir ces éditoriaux était celle de comprendre comment à la fois il va conserver son regard critique par rapport à la vie politique ô combien agitée du moment, et en même temps assurer le développement du journal. Vie politique agitée, la première séquence que je dégage, c'est celle de 1919 à 1925. On est parti du journal des gauches, et en 1925, on l'a déjà vu, il va partir gouverneur en Indochine, ce qui est un peu une autre histoire. 1919, il a créé ce journal. Pourquoi? Et c'est là où c'est intéressant. Le Bourbonnais a joué un très grand rôle. Ce sont les Montluçonnais de la gauche radicale, dont Marius Viple, qui avait envie de créer un journal, un quotidien, à Montluçon, qui ne savait pas trop s'y prendre. Alors Marius Viple, la famille Thivrier, fils et neveu, on est dans toute l'histoire de la gauche bourbonnaise et auvergnate, et ils sont allés voir Varenne en accord, alors ils se connaissaient bien, en accord sur les grandes questions du moment, le désarmement de l'Allemagne, la paix. Et donc on retrouve les traces dans cet édito, et on retrouve les traces donc, de l'engagement de Varenne pour la deuxième internationale, régulièrement opposée au Parti communiste. Comme déjà préoccupé par les alliances nécessaires à la suite de la scission, Varenne va être ce qu'on appellerait aujourd'hui favorable à l'union de la gauche, même si c'est complètement différent, encore que le cartel des gauches, il y a quelques spécialistes de politique ici, le cartel des gauches n'en était pas très loin. D'ailleurs, dans son deuxième éditorial, le lendemain du 4, il écrit un programme, non, mais des idées, symbole de sa vision de l'alliance élargie. La montagne comme un écho. C'est sous ce vocable qu'il va utiliser sa plume d'éditorialiste. Le 31 août 1922, il va s'attarder sur des clivages, ça nous semble loin, les clivages entre Gued et Jaurès. Il va parfaitement situer le débat. Il va de plus en plus faire référence au grand journal de la démocratie socialiste. Il va affirmer ce qui n'était pas courant à l'époque, une profonde vision internationale. Pour lui, la République est à conforter, est à défendre. On est en 1920, les attaques des années 90 ne sont pas si loin. La guerre est là. Il l'avait notamment rappelé dans un édito en célébrant en septembre 1920 les 50 ans de Marianne. Et pendant toutes ces années, il va essayer jusqu'en 1925, il va essayer de survoler les divisions et les fragilités du cartel des gauches. On le voit rapidement dans le sujet de télé, il aurait pu être ministre, mais il ne le sera pas. Et il va se situer véritablement au croisement du local et de l'intellectuel mondial. Il rappelle dans un édito consacré au tricentenaire de la naissance de Blaise Pascal, alors Blaise Pascal, on sait tous ce que ça représente à Clermont-Ferrand, un édito qui publie le 9 août 23, que l'engagement de l'éditorialiste doit toucher à la philosophie et à la morale. Ça, c'est pas courant dans notre vie éditoriale et journalistique de maintenant. Et pour lui, il va s'en servir pour écrire son indépendance et pour ne pas douter. Et puis, les historiens, on travaille actuellement avec, depuis plusieurs années, avec un
spécialiste de l'Indochine qui a publié un ouvrage qui est en consultation, je ne sais pas si vous le trouvez en vente, il doit être épuisé, qui est sur donc la période d'Indochine, où on va proposer à Varenne d'être proconsul en Indochine. Pourquoi? Sans doute un peu pour sa vision internationale, mais sans doute également parce qu'on veut l'écarter. Il a déjà quelques difficultés avec le Parti socialiste, et s'il part du côté de l'Indochine, qui bien évidemment n'est pas une carte de ce que l'on connaît maintenant, il sera éloigné. Donc il part de 1925 à 1929 comme proconsul. Alors toute la ligne socialiste du Parti socialiste de l'époque rigoureuse lui en voudra, hein, puisqu'il est envoyé par les socialistes plus modérés tels Painlevé, et il va partir là-bas avec son épouse. Avec son épouse et une partie de l'équipe de la montagne. Il va confier le fonctionnement de la montagne à son frère et à quelques amis, dont certains engagés, dont Paulin, qui sera député, qui a été député du Puy-de-Dôme en 1924. Et il va partir avec cette idée de réformiste. On est vraiment de réformisme. Il a bien compris que le colonialisme devait évoluer, faute de disparaître, ce qu'on verra 50 ans ou 60 ans plus tard. Et il y va avec une profonde vision de réformisme qui s'opposait à celle des conservatistes qui défendaient les colonies. Et là, ça ne va pas être facile. Il va se dégager de la tutelle du ministère des colonies. Il va se dégager donc de ce conservatisme et il va s'efforcer de travailler. Alors, on a vu également dans le sujet que l'une des phrases qu'il avait en tant qu'éditorialiste, journaliste et fondateur était de travailler au bien public. Il va travailler au bien des populations indigènes. Mais ce courant entre réformistes pendant 3 ou 4 ans, il va revenir, ça dure 3 ans et demi, et il revient pendant quelques mois au milieu, il revient reprendre les consignes auprès du gouvernement à Paris, il revient également jeter un œil sur la marche de la montagne, il revient, parce que quand je dis prendre les consignes, le colonialisme est en pleine évolution, et l'Indochine, c'est loin. L'Indochine était, s'il y a des historiens ici qui sont plus qualifiés que moi, mais était quand même aux mains de grands commis de l'Indochine et d'affairistes, pas que des affairistes, mais d'affairistes. Et donc là, c'était un peu compliqué. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller il y a une quinzaine d'années au Vietnam, faire la formation des derniers journalistes francophones de ces pays-là, Vietnam, Cambodge, Laos, et surtout au Vietnam où il en reste. Il y a toujours un journal francophone qui depuis est passé de la version papier à la version numérique. Très franchement, Varenne n'a pas laissé un très très grand souvenir. Il y a à Hanoï, il y a quelques traces de Varenne, mais la page s'est tournée. En revanche, on verra qu'il avait continué à travailler avec l'Indochine et qu'il a rencontré dans les années 30 Ho Chi Minh. Que reste-t-il? L'important de l'action de Varenne 25-28 en Indochine, des émancipations des jeunes filles auxquelles il a favorisé la scolarité, notamment par l'accès aux écoles normales, un contrôle assez affirmé sur les planteurs d'EVA pour dans la manière de travailler avec les populations indigènes, et puis une succession de représentations. Alors vous verrez que cette époque lui a été défavorable, et il y a un ouvrage qu'on lit, puisque nous on est une fondation, on travaille en historien et avec des historiens, et il y a un bouquin spécial sur les caricatures où il est vraiment affublé du type de colonialiste, on le voit sur voilà. C'était la règle de l'époque. Retenons que Varenne a renforcé là-bas sa vision internationale,
celle de la nécessité de faire évoluer, n'employez pas le terme rupture, de faire évoluer le colonialisme vers des formes puisqu'on a plusieurs systèmes juridiques entre le protectorat, d'autres formes de dépendance, mais de faire évoluer. Hein, et il y retournera donc, je le redis ensuite, comme il sera à plusieurs reprises des missions d'envoyé spécial, dont une dans les années 35-37 en URSS. La période suivante, celle de 1928 à 1935, La Montagne a comme concurrents deux journaux essentiellement dans le Puy-de-Dôme, qui sont L'Avenir du Plateau Central et Le Moniteur, qui a été créé par un certain Pierre Laval, qui sera l'opposant permanent le rival permanent de Varenne, mais avec laquelle ils se retrouveront pendant les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale, où Varenne avait une résidence secondaire à Bellerive-sur-Allier et allait régulièrement demander la grâce pour quelques condamnés à mort auprès de Laval. Descendait de Bellerive à l'hôtel du Parc. Retenons pour l'heure que la période 28-35, je l'ai titré socialiste modéré mais engagé, socialiste modéré, il va peu à peu s'éloigner du Parti socialiste pour le quitter définitivement en 1934. Hein. Le 24 avril 28, c'est clair, il signe un éditorial qui signifie ses idées modérées, dit d'une autre manière, sa rupture avec les termes qu'on évoquait tout à l'heure, les termes révolutionnaires. Hein, l'analyse s'exprime dans le sens d'un principe républicain qu'il n'aura de cesse de réaffirmer. Hein, et on est, c'est l'année d'avant 29, il commence à beaucoup mêler de thèmes économiques. D'ailleurs, le 6 janvier 29, il fait un édito Où est la crise, et il partage déjà sa place à l'égard du Moniteur de Laval qu'il est mis. Hein, et il détaille la différence entre le socialisme des marges et le centrisme. C'est un peu toujours la même histoire. Hein. On ne va pas reprendre avec des hommes politiques de maintenant, mais Varenne dit je suis dans la grande famille socialiste, mais je ne suis plus dans le socialisme révolutionnaire, et je suis même un peu, et les autorités du Parti socialiste joueront là-dessus, je suis même un peu dans le socialisme des marges, mais attention, je ne suis pas centriste. Si je voulais me permettre une plaisanterie, il était plus du Glucksmann qu'Horizon. Voilà. C'est bien, ça va, c'est clair. C'est quand même un peu raccourci ce que j'avais fait. Quelque temps auparavant, d'ailleurs, les enjeux républicains et l'action du petit Percombe avaient permis à Varenne, qui était libre penseur, hein, Varenne, ça a été dit rapidement, libre penseur, franc-maçon initié très tôt à la loge charentoise des enfants de Gergovie du Grand Orient de France. Il refréquentera d'autres loges à Paris. On est la Troisième République, le symbole de la force de la franc-maçonnerie du Grand Orient de France et sa présence chez tous les hommes politiques. Et puis, voilà, on bouffait le curé, quoi, à l'époque. Hein. C'était, voilà. Mais derrière tout ça, il y avait sa conception de la laïcité. Il l'affirme, à chaque fois, on n'entrera pas dans les détails ce soir, il l'affirme précisément ferme et tolérante. Et pour lui, il écrit, moi je le résume dans un des textes que vous pourrez retrouver, l'anticléricalisme ne doit pas constituer un prétexte à toutes les intransigeances. Il ne suffit pas d'en parler, il l'a écrit précisément. Au cours de ces années, Varenne choisit, sans déroger à l'immédiateté d'expression d'éditorialiste, de graver des textes dans le ton long politique. C'est-à-dire que, bien sûr que c'est la fonction d'un éditorialiste de donner une sens, de se dégager. Hein, on connaît tous la différence entre les faits, le commentaire et l'éditorial dans notre profession, mais c'est pas toujours facile d'ouvrir et de prendre du champ. Et il va prendre les prétextes du temps long au moment de la mort de Clémenceau, par exemple. Il y a un éditorial que vous retrouverez qui est très lourd
très, très profond de sens. Puis également à la mort de Joffre. Ça a lui donné l'occasion d'affirmer, c'était pas là, oui, il y a quelques décennies d'écart. De même, en 1931, son propos sur la construction de la République en Espagne, hein, on est en 1931, on n'est pas avant la guerre de 1936, va lui permettre de détailler les fondements d'une République universelle. Et ce que je disais tout à l'heure sur la libre pensée, la Troisième République, la franc-maçonnerie, on est véritablement dans ce concept d'une République universelle, une et indivisible, et jamais les questions de défense de laïcité et de respect du pluralisme vont s'éloigner. Rapidement, il va y avoir 1835, il y a toutes les fameuses affaires et les atteintes à la République, les tâtonnements du Parti socialiste, et puis il y a le regard sur l'Allemagne que Varenne exprime très clairement. On peut se demander, l'info circulait, certes, mais elle ne circulait pas comme maintenant, mais il est extrêmement vigilant. À propos de la SFIO, il écrit « Parti de transformation sociale, nous devons être dans le présent en partie de réalisation continue, sous peine de n'être plus qu'une secte de docteurs discutant sur des hypothèses, mais absents de la vie. » Ça, il le dit à propos du Parti socialiste. Donc, assez habilement après avoir quitté le parti, le 31 octobre 1933, il explique par sa plume d'éditorialiste « Je me suis aperçu que j'étais resté le même homme. Le parti, lui, avait largement évolué. Ses éditos, véritables tribunes, lui permettent de s'inscrire pleinement dans le front commun de la gauche pour dénoncer l'antiparlementarisme et l'antisémitisme de cette première moitié des années 30. On aurait tendance à dire l'histoire se répète, hein, ou elle bégaye. Varenne, l'anticlérical et libre penseur, affirme ses positions en ces temps de menace de l'extrême droite. Hein, alors là, il y a des éditos qui sont pas uniquement intéressants pour les historiens ou les professionnels de la presse comme moi, mais pour tout citoyen, hein, notamment l'impact du scandale Stavisky sur la liberté de penser. Tout pour sauver la République, il écrit le 2 février 1934, ça chauffe. Et ce socialiste, en modéré mais engagé, on va, au moment de conclure, je vous évoquerai un petit topo sur la manière dont on peut le qualifier. On va commencer à le qualifier, enfin on va commencer, les historiens vont voir dans cette période la manière de le qualifier de socialiste en dissonance. Hein. C'est un terme qui est employé par un historien avec lequel on travaille, qui s'appelle Guy Rousseau. Son discours politique est habile, et en même temps, donc, il continue d'apporter sa plume au journal des gauches. Son frère est décédé. La montagne a été confiée à l'un de ses collaborateurs qui va avoir une longévité exceptionnelle. Il arrive en 1928, en 1929. Il s'appelle Francisque Fabre. Il est décédé en 1988. C'est lui qui m'a embauché, qui a été le patron historique de la montagne et qui en fait a été le grand acteur, toi tu le connais Pierre, hein, qui a été le grand acteur de la mécanique de la montagne et ensuite de la constitution du groupe Centre-France et de l'épanouissement de la montagne. C'était un gestionnaire, un administratif, mais qui avait parfaitement compris le mouvement des idées. Et Francisque Fabre va assurer la gestion et va être plus que le bras droit de Varenne, le pilier. D'ailleurs, Francisque Fabre, qui a failli décéder à quelques centaines de mètres d'ici, au pont Ridgemort, parce qu'il était un des très engagé dans la résistance et le responsable du réseau Phalange, je crois, et il s'est fait coincer avec du courrier qui passait au pont Ridgemort en venant 10 heures. En allant à Clermont-Ferrand, il a eu son salut qui a vraiment, il le raconte, je vous passe le truc, ça s'est passé de très près. Là, Varenne, dans cette période-là, a une rédaction, piloté une rédaction. S'il était trivial, ça ne se conduit pas comme une mobilette, il y a des sensibilités différentes. C'est compliqué, et il va avoir une force qui va provoquer le respect de tous les journalistes, et qui va laisser les uns et les autres s'exprimer. Il sera avec ses éditoriaux au-dessus, comme je le disais, il donnera du sens, il ira
il ira plus loin, mais il laissera les gens s'exprimer. Et là, il y a une période extraordinaire pour le vérifier, c'est celle du Front populaire. Varenne, sans doute par sa dissonance de l'époque avec le PS, avec le Parti socialiste, n'est pas emballé d'emblée par le Front populaire. Il voit plus de risques et il a une rédaction, comme très souvent, beaucoup plus impétueuse, qui prend les rênes. Et voilà. Alors, il a titré le 1er juin 1936, l'expérience doit réussir, hein, moins d'un mois après le succès. Alors, il y a un petit phénomène qui explique, je ne sais pas si ça explique tout, mais c'est que Varenne a été battu dans sa propre circonscription aux élections du Front populaire. C'est incroyable, hein. Et bon, là, il a payé son départ de la SFIO. Il avait créé, avec les néo-socialistes, l'Union socialiste républicaine. Mais sa plume, elle est ouverte aux autres idées, mais elle ne trompe pas. En revanche, il va s'interroger encore et toujours sur les alliances à construire. Hein. Voilà, il va notamment voir des risques d'atteinte aux libertés de la presse avec une loi qui est votée à la suite du suicide, quelque temps après, mais à la suite du suicide de Salingro. L'actualité internationale devient forte. Toujours dans ces moments-là, on a envie de corseter, de tenir. Et donc il aura comme autre fer au feu ce que je commençais d'évoquer tout à l'heure, qui est la question internationale. Hein. Dès le 5 octobre 1937, il voit dans le voyage de Mussolini à Berlin les prémices d'une alliance lourde de conséquences. Hein. L'histoire nous le dit, nous le répète, sauf que fallait-il à ce moment-là le voir. Et puis voilà, le 31 juillet 1939, le jour du 25e anniversaire de la mort de Jaurès, il va redéfinir sa conception de la paix et ces éditoriaux, n'empêche, vont traduire sa compréhension du caractère inéluctable de la guerre. Il a compris les choses, il a tellement compris les choses dans la cite des éditos célèbres qu'évoquait Thierry Gauthier tout à l'heure, le garçon qui s'exprime là, qui est secrétaire général, enfin bien parti en retraite, était secrétaire général du journal, il en connaît très bien l'histoire et de tous ces éditos célèbres sur lesquels on a travaillé. Dès le 10 juillet, le 10 juin 40, il écrit préparons la résistance. On est 8 jours avant le 18 juin. Il écrit la bataille en cours est d'une telle ampleur, ses conséquences possibles sont si effroyables qu'il n'y a plus en effet pour la France que cette seule alternative, vaincre ou disparaître. Hein. Alors il multiplie les appels au refus de la capitulation, et donc le 18, il est prêt, et il a un éditorial célèbre qui titre Le désastre. Voilà. À partir de là, il va faire, et ça c'est important parce que ça a été non pas trop un débat d'historien, mais un débat sur la place publique, sur la parution du journal. Alors bien évidemment, là je vous parle de l'éditorialiste et de la marche du journal, mais dans le même temps, ces équipes s'affairent sur toute la période. Si vous souhaitez, j'ai une thèse en consultation qu'on publiera peut-être un jour, qu'on n'a pas encore publiée. On voit véritablement, à certains moments, Varenne a écrit son édito, et ses journalistes, notamment son rédacteur en chef, qui disparaîtra dans je ne sais plus quel camp, Jean Rochon, enfin, qui a été déporté, sont beaucoup plus vigoureux que lui. Lui appelle quand même à la paix et au calme, mais le journal fait le job. Voilà. Il interrompt, donc, comme ça vient d'être dit, ses éditoriaux dès juillet 1945, dès juillet 1940, hein, et là, il va écrire, et on a mis très longtemps, il est sorti uniquement il y a 3 ou 4 ans. Pendant 4 ans, il va écrire, il y en a, je crois, un exemplaire là-bas à disposition, il va écrire un journal, intitulé Journal d'un vieux fou, sorte de quotidien. Il est essentiellement dans sa maison de campagne à Bellerive, où il écrit des choses qui ne sont jamais publiées sur sa vision de la guerre. Alors là, il va clamer son indignation.
il va se battre pour ce qu'il va estimer être la liberté. Donc il ne fait plus d'édito, mais La Montagne continue d'être publiée. Hein. Elle le sera jusqu'au mois d'août 1943, hein, ce fameux 27 août 1943 où c'était le même circuit que dans toutes les bandes, les journaux allaient à la commandanture. Hein. On a connu à Moulins il y a une trentaine d'années des journalistes qui avaient connu, c'était l'un de mes prédécesseurs à l'agence de Moulins, Georges Paco, qui avait débuté au Progrès de l'Allier, qui portait les gamins portaient les journaux à la censure, et donc à chaque fois il fallait reprendre. Et là, le 27 août 1943, il dit plutôt briser sa plume que de la mettre au service de l'ennemi. Jean Courtine a raconté cette histoire. Il composait la une, Varenne apporte son texte, il l'apportait lui-même. J'ai écrit un papier, mais je suis sûr que ça ne va pas leur plaire. Nous l'avons envoyé à la censure 13 fois. À la 13e fois, quand il est revenu, Varenne nous dit « Je ne calerai pas cette fois, on arrête. Allez les filles, on ne paraît pas demain. » Et là, la montagne va cesser de paraître et reparaîtra le 15 septembre 1944. Elle reparaîtra, petite histoire, je pourrais répondre à vos questions, elle reparaîtra avec quelques difficultés liées aux divisions des réseaux de la résistance, hein, communistes, socialistes, tout ça était compliqué. Ça va rentrer dans l'ordre quelques semaines après, puisque ce sera l'un des seuls journaux en France, l'un des très rares, à réapparaître sous son titre. Vous savez que la plupart des titres de presse datent de la création des journaux en 1944, et La Montagne a le même titre qu'en 1919, en raison donc de son comportement honorable. Ça, c'est la une du 15 septembre 1944, sous son titre initial, accordé par le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était Gaston Defferre. Donc, journal le plus censuré de France, préparant la résistance. Pendant toute cette période, Varenne n'est pas resté qu'à Bellerive écrire ses mémoires. Il a été l'avocat de Jean Zay. Jean Zay, dont on connaît la fin, la carrière des Malavaux et la connexion avec ce milieu de l'éducation de la République, de la liberté, de la franc-maçonnerie. D'ailleurs, je veux dire qu'on a beaucoup travaillé à la Fondation Varenne avec Hélène Bouchard-Zay qui vient de décéder, là, il y a quelques semaines, avec sa sœur qui était décédée il y a quelques années et qui nous ont livré des moments. Hein. En fait, c'était Varenne qui demandait le permis de visite pour Madame Zay et qui allait avec ses filles. Hein. Il y a beaucoup de photos, vous les trouverez dans nos bouquins, où on voit en fait les deux jeunes filles, elles ont 5-6 ans, et avec en fait les écrits de Jean Zay qui sont planqués dans le landau. Donc journal le plus censuré. Cet avocat, je tiens, donc il l'écrit hein, dans ses carnets, il raconte ses visites, hein, notamment voilà, le 12 juillet 1941. Hier, au retour de Clermont, passé par Riom, j'ai fait dans sa prison une courte visite à Jean Zay qui m'a reçu, comme il le fait depuis un mois, en famille avec son père, sa femme et ses deux fillettes. Je raconterai un jour l'histoire de ce monstrueux procès. Pour l'instant, je me félicite d'avoir pu, grâce à l'énorme unité même de la condamnation, toucher le cœur de certains ministres du maréchal, moins féroces que les juges, et d'adoucir ainsi une captivité qui prend fin qu'avec un changement de régime. 5 septembre, rendu visite à Jean Zay, que j'ai trouvé dans la petite cour attenante à sa cellule, en train de faire une belote avec son vieux père. Tout à l'heure, sa femme et ses deux fillettes entreront. Voilà, 7 octobre 1941, je suis allé rendre visite à Jean Zay. Son père est auprès de lui, sa femme est allée à Vichy porter un éditeur, un roman policier qu'il vient d'écrire en prison. L'enfant joue, écrit. Et voilà, donc il sera cet avocat-là. Plus tard, il sera celui de Blum. Hein. Il avait véritablement repris la robe d'avocat qu'il avait, comme je le disais en introduction, relativement peu portée. Là-dessus,
lui-même s'occupait du réseau de la résistance, mais ne pouvait pas se permettre d'être en première ligne. Et c'est Francisque Fabre, donc, que j'évoquais tout à l'heure, et le réseau Phalanx, qui ont été, s'il y a des historiens locaux, régionaux ici, très actifs dans le réseau Aliti, entre le réseau Phalanx, qui ont œuvré, et donc les rotatives de la montagne étaient mis au service de la résistance. Donc les grands historiques collaborateurs de Varenne étaient Jean Rochon, qui décédera, ancien rédacteur en chef, qui décédera en déportation, Maurice Bell, Maurice Félu et Raymond Berrier. Voilà. Les Clermontois savent de quoi je parle. Ont été accueillis, alors on s'est beaucoup fondé parmi les travaux historiques qu'on a conduits sur Raymond et Lucie Aubrac, qui sont relus souvent au journal. Ils sont décédés tous les deux. Lucie, je crois, il y a une vingtaine d'années peut-être, et Raymond Aubrac un peu plus récemment, et qui nous ont livré, là aussi, dans certains ouvrages, on a leur témoignage sur la place particulière qu'a eu Varenne, ses collaborateurs, et la montagne, mais l'ensemble du personnel. Et la Varenne n'a jamais aimé se mettre en avant là-dessus, dans ce rôle de résistance, et la place particulière. C'est notamment Lucie qui en parlait beaucoup. Alors il y avait les Aubrac, il y avait Jean Cavaillès, il y avait Emmanuel Dacier de la Vigerie, il y avait tous les grands résistants qui s'étaient regroupés dans le réseau. Et ça a quand même coûté la vie à quelques-uns sur cette période d'engagement. Je vous évoquais tout à l'heure l'histoire du socialisme en dissonance qu'évoque Rousseau, l'historien Rousseau, et ça c'est assez intéressant, si je retrouve mon propos, sur ce qu'est l'homme politique et l'éditorialiste. Et d'ailleurs c'est plutôt sans concession. Alors, en dissonance ou en discordance, hein, on emploie souvent les deux termes. Rousseau dit, Varenne avait été, c'est vrai, d'abord un homme de la République parlementaire. Hein, et là, vont surgir toutes ces actions Varenne et celles d'un républicain humaniste. Pourquoi on a titré cette conférence l'engagement d'un humanisme? C'est parce que Varenne représente, selon moi, et on est quelques-uns à le penser, toutes les caractéristiques, les qualités et les vertus de l'humanisme, et notamment son indépendance. Toujours attaché aux marges du socialisme modéré et pragmatique, il a contribué à installer en Auvergne le socialisme. Et il avait cru trouver dans le parlementarisme de la Troisième République, non pas la voie idéale parce qu'il était pas si naïf que ça, mais la voie réaliste des progrès. Ainsi, il a été cette figure importante. Mais en fait, il va rester, à chaque fois, ça va lui coûter, quand on n'est pas dans le cœur du pouvoir politique, quand on n'est pas dans le cœur de la gouvernance ou des idées qui ont face, il va rester en marge. Et sans doute aussi, ce qui a pu lui coûter cher, c'est cette action journalistique qui, en même temps, a renforcé l'indépendance. Donc socialiste en dépendance. 44, le journal réapparaît, Varenne pleure, hein, la renaissance de la montagne, c'est tout un symbole, hein, on le résume dans ce sujet qu'on avait publié en septembre 2014 pour les 90 ans. Il a imposé la réparation, mais il va falloir attendre
pour la pérenniser le décret de Gaulle, il va continuer à entretenir les réseaux, et il va republier ses éditoriaux. Et les derniers éditoriaux de cette période-là sont éminemment intéressants, puisque il avait connu la Première Guerre qu'il avait marquée, on le voit dans son éditorial de 19. Il va connaître la Seconde, il l'a connue, et ça va profondément le marquer. Donc il appelle à une vision internationale, ce qui ne va pas l'empêcher de passer à côté de certains faits historiques, hein. C'est plus qu'une anecdote. Il a publié un éditorial sur Hiroshima 12 jours après l'éclatement de la bombe. C'est quelque chose qui lui avait échappé. On était en 1945 au moment de la reconstruction. Et il faut dire que Varenne avait conservé de son passage en Indochine une certaine distance avec le Japon et les Japonais. Bon, tout explique. On sourit souvent de ça avec les historiens, mais il y avait quand même sans doute un peu de ça. En revanche, il va partir dans une vision internationale extrêmement intéressante qu'on retrouve dans la plupart de ses éditoriaux, et il appelle globalement fin 44, 45, début 46, je vous rappelle qu'il décède en février 47, il va se battre pour la reconstitution d'une république où on va contenir les excès du parlementarisme, d'un socle commun. Il y a un éditorial extrêmement révélateur de tout ça, qui répond au discours de Bayeux du général de Gaulle. Des discours de Bayeux, il y en a eu deux, il y en a eu un. De Gaulle en a fait un quand, en juin 1944, il y a eu le débarquement peu après. Mais le fameux discours de Bayeux de 1946, c'est celui où il va jeter les bases d'une constitution. Ce ne sera pas celle de la 4e République, mais ce sera celle de la 5e République du 4 octobre 1958, donc avec ce qu'on a connu après sur le pouvoir présidentiel et le renforcement du pouvoir présidentiel en 1962 avec le vote au suffrage universel direct, mais ce sera surtout sur la manière de contenir le parlementarisme. Et quand même surprise de celui qui écrivait ce que je vous ai lu il y a 10 minutes sur 1919, il va complètement soutenir et apporter son soutien au général de Gaulle dans ce propos-là. La vie parlementaire n'en continue pourtant pas moins d'avoir ses aléas, ses développements. Varenne continue de travailler, et puis en 1946, il est nommé au gouvernement. Son premier poste de ministre, vous avez vu la photo tout à l'heure, c'est un gouvernement Georges Bidault, où il y a vraiment, on voit la photo, il y a vraiment du lourd. Jules Mock, Ambroise Croizat, Marcel Paul, Marcel Edmond Najlen, François Billoux, François de Monton, Félix Gouin, Edmond Michelet, Robert Prigent, Charles Tillon, Maurice Thorez, Marius Moutet. C'est un peu comme si on allait de, je ne sais pas de qui à qui, mais voilà. Alors le gouvernement a tenu quelques mois, les gouvernements tenaient peu de temps, mais Varenne n'a été ministre que dans ce gouvernement-là. Nous on a plutôt l'impression que c'était une cohabitation un peu cocasse à tenir. Et juillet 1947, le journal réapparaît, redémarre bien, puisque là il n'est plus question du Moniteur, de l'avenir du plateau central. Le Moniteur, il avait eu avec Laval, ils étaient allés plus loin que la rivalité. Il avait obtenu directement auprès de Pétain de sauver la tête de représentant CGT de Michelin Marcadier. Il avait obtenu chose, et puis bon, voilà, ces journaux, il n'y en aura plus. Et
la montagne, là, va prendre son essor. Quand il décède en 1947, Francisque Fabre est complètement aux manettes, avec une équipe d'anciens résistants, comme dans beaucoup de journaux français, mais un journal qui n'écrirait plus, ne supporterait plus les éditos tels qu'on l'a vu, qui n'a plus du tout ce même engagement. C'est un engagement pour la paix, pour la démocratie, pour la République. Vous pouvez dire, mais qu'est-ce qu'on y met derrière? Mais on n'y met plus cette ligne politique d'un parti, on n'y met plus cette ligne politique de pro-gaulliste, anti-gaulliste, et on va passer de ce qui pouvait être une prise d'opinion, et c'est sur quoi la montagne a été assez révélatrice et assez pionnière de ce courant, à une presse d'information générale qui va faire la place avec tolérance à toutes les idées, aux idées pour peu qu'elles ne soient pas extrémistes et qu'elles soient respectueuses, avec ce que l'on disait, ce qui a été rappelé dans le film et qui a guidé beaucoup de la vie des 70 dernières années de la montagne, plutôt un mot de moins qu'un mot de plus, si celui-ci doit porter atteinte. Alors effectivement, on est à une époque, comme le rappelait Thierry Gauthier, d'une information qui jaillit de partout, dans la précipitation, dans l'instantanéité, avec tout ce que ça peut comporter, mais cette phrase et cette doctrine était en une épitaphe. Elle est rappelée dans beaucoup de documents, notamment dans l'un de mes prédécesseurs, Jean-Loup Manoussi, qui avait fait une étude extrêmement précise sur les propos de Varenne. Et là va se constituer, j'y répondrai si vous le souhaitez, je ne vais pas vous refaire l'historique de la montagne, mais c'est bien du socle de ce qu'a fait Varenne, de ce qu'a prolongé Fabre pendant ensuite toutes les années 50, 60, 70, voire 80, puisque Fabre a passé la main au milieu des années 80, avec d'autres personnes à la direction qui vont constituer ce groupe, un groupe de presse en 1963, un journal qui en a racheté un en 1970, le Populaire du Centre, un autre la même année, le Journal du Centre, puis ensuite, aujourd'hui, 8 quotidiens, 15 hebdos et un groupe de presse. Avant de vous donner la parole, le 4 octobre 2019, pour les 100 ans de la montagne, j'ai publié un édito qui n'a pas la qualité ni la valeur d'en avant en 1919, mais qui résume un peu mon propos. La lecture des éditoriaux publiés entre le 4 octobre 19, jour de la création de la montagne, et le 11 février 47, dernier éditorial de son fondateur, situe la dimension de l'œuvre de Varenne, journaliste engagé, éditorialiste enflammé. Sa liberté de ton et son engagement sans faille au service du bien public demeurent une exception dans le monde de la presse et de la politique, avec un legs de quelques milliers d'éditoriaux témoignage d'une carrière guidée par l'humanisme. En ce début du XXIe siècle, marqué par un affrontement entre les populistes et les élites, le propos de Varenne n'a pas pris une ride. Publié en une de la montagne, ces textes en effet ne se limitent pas à séquencer la marche du monde par des incantations. L'ancien compagnon de Jaurès, devenu plus tard avocat de Blum et Zé, préfère user de sa connaissance du monde politique en poursuivant sans relâche le chantier de la construction d'une société de progrès. Son écoute permanente des lecteurs et sa connaissance de la marche du monde, en particulier au niveau international, nourrissent quasiment chaque jour une ligne éditoriale inventée, tracée loin des cabinets ministériels et des salons parisiens. Les éditoriaux s'enchaînent avec agilité. Cartel des gauches, politique colonialiste, tension des années 30, Front populaire, Seconde Guerre mondiale, tous écrits de la même encre de l'indépendance dans une grande leçon de journalisme. Varenne part et repart des faits, ne transige pas avec eux, puis il les commente et souvent pousse plus loin l'analyse. C'est après avoir posé son regard que sans crainte il donne son avis. Jamais, même aux heures les plus sombres, il ne se démentira de son engagement éditorial à gauche, pas plus d'un permanent appel à la concorde. Il s'efforcera d'informer le plus longtemps possible, mais il brisera sa plume plutôt que de la mettre au service de l'ennemi, quand la censure finira par dénaturer le contenu de la montagne. Justement, l'éditorialiste reprend la plume pour permettre à ses lecteurs de se forger leur opinion. L'indépendance du journaliste et du patron de presse précède même régulièrement l'action politique. Elle l'éclaire, et ainsi Varenne, homme de la Troisième République, appellera de tous ses voeux à une constitution plus stable, en rupture avec les jeux politiques. Le vieil homme est à la veille de sa mort,
devient un précurseur redéfinissant la mission de presse du journalisme dans un nouvel acte démocratique, le moins de politique possible et la politique ramenée à son vrai but public. Alors ça, c'est plus, je dirais, une sorte de résumé de l'action et la correspondance avec mon édito, c'est un siècle après sa création, La Montagne poursuit quotidiennement l'engagement proclamé le 4 octobre 19 entre le décryptage politique et l'éclairage sur les enjeux sociétaux. Son objectif, continuer à écrire librement et militer sans autre forme de concession pour la liberté de la presse. Plus encore qu'hier, la plume requiert pour cette indéfectible indépendance la capacité à se détacher de l'instantanéité d'une information emportée dans le tourbillon du numérique. La démocratie a vu, passer les 30 Glorieuses, apparaître de sournoises fractures, autant de menaces pour le corps social, lesquelles, en ce 4 octobre 2019, incitent le journaliste politique à distinguer peuple et populisme. La résurrection d'un populisme que nous faisons remonter au général Boulanger, 1837-1891, s'est en effet traduite en diverses ramifications dans une forme de nationalisme-populisme incarné par le lépénisme en France. En Europe, précisément en Autriche, en Italie, en Suisse, des mouvements aux origines différentes enflent et dénoncent à grands traits un prétendu consensus social-démocrate. Où que l'on regarde, du côté des États-Unis, du Brésil, de la Grande-Bretagne, de la Hongrie, voire de la Turquie, les populismes empruntent des voies diverses, mais leurs mots d'exclusion se rejoignent. Là où il n'est pas aux commandes, ce populisme aspire ouvertement à représenter un avenir sous la forme de l'alternance politique. En France perdure une crise de la Ve République vieillissante. Cette constitution appelée de nos voeux dans la montagne du 10 juin 1946, jour du discours de Bayeux, affaiblie à l'image des partis politiques qui ont formé le creuset, notre République, ses institutions, ses dirigeants et ses élites ne sont-ils pas trop éloignés des citoyens, donc du peuple? Nourri d'intérêts particuliers, le populisme a certes grandi sur la fragmentation du corps social. Mais comment ne pas comprendre la montée de certains ressentiments contre des institutions qui la représentent moins ou ne l'écoutent que par intermittence? Comment tout autant ne pas interroger et tenter d'analyser sans parti pris cette France loin d'une nation unie et indivisible? Face à l'échec de la droite et de la gauche, qui avaient en d'autres temps su faire front commun pour contenir les excès du monde économique, la montée d'un antisystème brise le compromis. Nous qui, dans ces colonnes, écrivons au service du peuple contre l'individualisme, reconnaissons que la société de classe cède le pas devant celle des individus, emportés dans une vague, au mieux de méfiance, plus souvent de défiance. Ce jour comme hier, nous appelons chacun à ne pas se nourrir de ce désenchantement démocratique, ni à se concentrer sur la prétendue seule opposition entre centrisme et populisme. Exprimons-le différemment, nous appelons à ne pas réduire le clivage à une opposition entre la démocratie et ses ennemis, mais à réinventer le grand débat démocratique à partir des nouvelles alliances sociales. La liberté de la presse, hors des pressions populistes et d'indépendance économique de l'information constituent les garanties fondamentales de la démocratie. Ainsi, le montagnard, éternel ami du peuple, prolonge avec bonheur son engagement contre les divisions pour une société multiple. À la Convention, la montagne regroupait le parti le plus près du peuple, celui qui siégeait en haut des gradins. Et les montagnards qui ont rêvé et rêvent d'une humanité meilleure réécriront inlassablement en avant. Merci de votre attention, mesdames, messieurs.